Donc, bienvenue dans le Café littéraire en bachelière, un podcast créé par 6 futurs bachelières en éducation, passionnés par la littérature jeunesse et son potentiel dans l'éducation. À travers notre parcours universitaire, nous avons fait un mémoire de recherche en lien avec justement la littérature jeunesse. C'est un projet sur lequel on travaille depuis plus d'1 an et demi déjà. On a sondé pendant justement ce projet-là plus de 30 personnes enseignantes et interrogé plusieurs experts qui utilisent la littérature jeunesse pour en apprendre davantage. Oui, le but de notre podcast, là, c'est vraiment d'explorer les multiples facettes de la littérature jeunesse, puis vraiment de comprendre comment elle peut être intégrée à travers la planification. On tient à rappeler, par exemple, qu'on n'est pas des experts, on est juste des personnes au bac qui ont fait un mémoire. Donc, ce qu'on partage, c'est vraiment des choses que nous, on a trouvées intéressantes puis qu'on a appris justement dans notre recherche. Donc, on vous invite à nous rejoindre dans cette expérience où on va partager des recommandations de livres, des analyses plus approfondies, des trucs pour bien étudier la littérature jeunesse et des idées créatives pour inspirer la prochaine génération de lecteurs. Donc, qui es-tu? Donc, moi, c'est Joëlle. Je suis finissante au baccalauréat. Je fais partie, dans le fond, de l'équipe de 6 que vous avez vu au travers des différents épisodes. Oui, puis moi, c'est Audrey-Anne, même chose que Joëlle. Je suis finissante aussi dans comme 2 semaines et demie, on finit. Puis on a tous participé au mémoire, donc c'est le produit final qu'on propose. Ouais. Exactement. Aujourd'hui, on est avec Caroline. Oui, allô? Salut. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Oui, absolument. Moi, c'est Caroline. J'ai 24 ans. Je finis bientôt, comme vous, là, mon bac en enseignement au préscolaire et au primaire. Je viens de Drummondville à la base. Je suis venue à Sherbrooke pour étudier en enseignement, mais je pense que je vais retourner à Drummondville là, après mes études. Poursuivre ta carrière. Oui, poursuivre ma carrière à Drummondville. Puis comment tu te sens là, à la fin de ton parcours universitaire? Je me sens vraiment fébrile. Je pense que ça a vraiment passé vite. On dirait que j'ai pas vu le temps passer, là, mais je pense qu'il y a une partie de moi qui stresse un peu à l'idée de me lancer là-dedans, de voler de mes propres ailes. Ouais, se jeter dans l'inconnu un petit peu. Oui, vraiment, mais je crois que je suis rendue à cette étape-là dans ma vie quand même. Là. Je suis prête à relever les défis qui vont arriver, là, surtout quand on parle de l'enseignement. On sait qu'on a pas mal de défis qui vont venir. Qui nous attendent. Ouais, c'est ça. Puis, au niveau des expériences de stage, toi, ça ressemblait à quoi ton parcours? J'ai eu la chance d'avoir plusieurs belles expériences de stage là, diversifiées. J'ai pu aller voir plusieurs pédagogies. J'ai fait de la pédagogie par projet. J'ai fait un stage qu'il y avait beaucoup de manuels didactiques. Là. J'étais dans un programme d'anglais intensif, donc beaucoup de manuels, beaucoup de théorie. Et c'est vraiment mon dernier stage que là, je me suis vraiment plus appropriée la littérature jeunesse parce que j'avais pas de manuel en français. Au début, j'avais des petites craintes, mais finalement, ça s'est bien passé. Puis c'était vraiment moins pire que qu'est-ce que je pensais. Là. Surtout en français, là, c'est quand même facile de faire des liens avec la littérature jeunesse facilement. Donc, c'est ça. Cool. Puis, avec tes stages puis toute l'expérience que tu as faite, as-tu un niveau coup de cœur? J'ai pas encore de niveau coup de cœur. Okay. Ouais, j'ai pas... Je suis un peu mélangée. Là. Oui, j'aime vraiment tout. Avant, j'étais vraiment plus avec les plus jeunes. Puis là, les deux derniers stages, je les ai faits en 6e année. On dirait que je me penche un peu plus vers les vieux, mais j'aimerais vraiment ça expérimenter là, le 2e cycle, le 3e, 4e année, parce que je pense que, comme la plupart... non, j'y ai pas touché encore, mais je pense que c'est un niveau qui m'intéresserait. Mais je pense qu'à longue de faire de la suppléance, des contrats, je vais tu vas voir. Puis c'est souvent au début, en commençant, on n'a même pas le choix non plus. Là, donc, il va falloir qu'on s'adapte aussi avec ce qu'on va se faire offrir. Puis c'est le fun qui t'aime tout parce que les contrats, c'est pas nous qui choisissons souvent qu'est-ce qu'on va avoir. Fait que tu seras pas déçu. Non, c'est ça. Alors, on peut commencer un petit peu avec les questions d'entrevue. Avec les recherches qu'on a faites, avec le mémoire, je sais que tu vas nous parler des critères de sélection pour choisir une œuvre de qualité, puis justement, là, comment pour l'utiliser de façon pédagogique avec les élèves. Tu veux-tu nous parler un petit peu de ces critères-là? Oui, en fait, il y a plusieurs critères. Là. Aujourd'hui, j'en ai sélectionné 5 pour vous, mais moi, je pense qu'il faut toujours garder en tête avec ces critères-là que le but principal, c'est de donner le goût de lire à nos élèves. Donc, je pense que les œuvres puis la sélection d'œuvres jouent un grand rôle là-dedans pour inciter nos élèves vraiment. Puis c'est important aussi de savoir quels critères sélectionner parce qu'on le sait, hein, les albums, ça coûte cher. Donc, c'est important de vraiment observer l'album avant de l'acheter pour s'assurer là, de ne pas le regretter dans un an puis de finalement qu'on... Oui, pas être en mesure de l'utiliser à son potentiel ou comme tu aurais voulu l'exploiter. Oui, exactement. Donc, le premier critère que j'avais sélectionné, c'est vraiment les personnages. Donc, ça a l'air minime comme ça, mais
Tu sais, dans un livre, ça contient plusieurs personnages. Il peut y avoir différentes sortes de représentations. Ça peut être des humains, des animaux, même des objets. L'histoire peut être avec un personnage qui est seul, ça peut être en duo, ça peut être en groupe. Donc, c'est important de vérifier le type de personnage qu'il y a dans l'histoire parce que, mine de rien, les élèves vont se référer à ces personnages-là. Ils vont les voir comme modèles, ils vont les voir comme exemple à suivre. Donc, c'est important de voir est-ce que les personnages sont intéressants, est-ce qu'ils sont bien présents, est-ce qu'ils sont attachants. Donc, tu sais... Peut-être des fois qu'il n'y en ait pas trop aussi. Là. Oui, moi, je sais qu'une histoire trop de personnages, là, on peut se perdre facilement. Oui, l'attente de longue de la ouais, sœur de exactement. Oui, vraiment. Donc, c'est vraiment de sélectionner les personnages qui vont aller bien avec les intérêts de tes élèves aussi. Là. Puis, on veut pas non plus des personnages qui sont ennuyants ou qui vont être difficiles à s'attacher à. Donc... Non, c'est ça. Ben, c'est comme un film ou une série. Tu sais, quand on écoute un film ou une série, on s'attache aux personnages, on se voit en eux. Oui, absolument. C'est pareil pour les livres. Là. Ça arrive quand on lit, mettons, nous, aujourd'hui, quand on lit des livres, des romans, on s'attache tellement aux personnages, puis on se voit dans leurs actions, dans leurs gestes. Okay, c'est avec les personnages que les élèves vont être beaucoup investis puis motivés dans l'histoire. Là. Ben oui. Donc, voilà. Génial. Le deuxième, c'est l'intrigue, le suspense de l'histoire. Donc, avec nos recherches, on a pu voir qu'il y avait comme 2 types d'intrigues. Donc, on a une intrigue plus de résolution. Donc, là, on va avoir un problème, on va régler le problème. C'est un peu l'histoire classique. Et on a l'intrigue de révélation, que là, ça va plus être pour suivre une histoire de fantaisie, là, vraiment sans nécessairement de problème, juste pour identifier un milieu. Donc, en lisant l'histoire, on peut se poser des questions. Est-ce que l'intrigue fait en sorte que les élèves vont garder l'attention sur l'histoire? Est-ce que c'est décevant, palpitant, mystérieux? Donc, c'est important aussi de voir la genre de tension narrative qu'il peut y avoir dans l'histoire. Tu sais, une intrigue bien construite va vraiment venir captiver nos élèves puis les inciter à continuer à lire, évidemment, aussi. S'il y a des rebondissements, des moments de suspense. Donc, c'est ça qu'on va aller chercher aussi. Moi, je pense avec les plus petits aussi, tu sais, des fois, justement, si l'intrigue est comme trop longue puis que c'est trop long avant qu'on arrive c'est dur. Exactement, c'est dur parce que, mon Dieu, que l'attention n'est pas nécessairement facile. Fait que, tu sais, justement, de s'intéresser à quand quelle est la chute là, de l'intrigue, là, ça peut vraiment Je pense qu'il y en a qui oublient un peu cet aspect-là, là, ces critères-là d'un livre. Oui, ou tu sais, des livres qui ils ont bien beau être beaux, comme on dit, mais que, dès la première page, tu sais la fin va être quoi. Fait que, tu sais, les élèves sont pas, tu sais... Puis ça, c'est, tu sais, l'intrigue aussi, je me rappelle pas, c'est dans Réagir, je pense. En tout cas, dans une des... Tu sais, il faut qu'ils réagissent en disant une force ou une faiblesse. Ah non, appréciation, peut-être. Ouais. Je pense que les deux, ça peut jouer. Oui, on allait dire. Mais tu sais, l'intrigue, ils peuvent aussi se baser sur l'intrigue. Des fois, est-ce que l'intrigue, elle a été... intrigante, est-ce qu'elle est ennuyeuse? Tu peux avoir aimé ou pas aimé un livre. Oui, c'est ça, on veut une intrigue qui va venir réagir un peu aussi. L'intrigue, c'est un bon point que les élèves peuvent justifier justement pour leur appréciation. Absolument. Le troisième critère, ça serait le rythme de l'œuvre. Moi, je savais pas trop c'était quoi vraiment, mais je pense que ça va vous rejoindre. Là. C'est vraiment l'enseignement, c'est vraiment bénéfique. C'est vraiment le rythme de l'écriture. Donc, ça va être bénéfique pour l'enseignement de l'écriture puis l'analyse des phrases dans un livre. Donc, quand on parle de rythme, on fait surtout référence à la durée narrative puis la présence de procédés rythmiques, des procédés littéraires. Donc, on va venir vérifier si la structure de phrase est bonne, si la longueur de phrase est bonne, si les débuts de phrase, si les phrases s'enchaînent entre elles. Donc, vraiment se concentrer sur la syntaxe de l'œuvre en général. Puis, je veux juste faire un lien avec mon dernier stage, justement, que j'étais beaucoup avec la littérature jeunesse. Puis, j'utilisais beaucoup les livres pour aller chercher des phrases, exemple des phrases du jour ou des phrases à analyser pour construire... c'est ça, avec mes élèves, des petites notions théoriques par rapport à ça. Donc, c'est important de s'assurer que les phrases dans les livres sont bien structurées, là, en général. Je me souviens pendant le stage, parce qu'on était à la même école de stage, on en avait parlé, puis tu m'avais dit, c'est toi qui m'avais fait réaliser que c'est vrai que sinon, si on prend pas nécessairement les phrases dans les livres, ben on a tendance à toujours refaire un peu les mêmes modèles de phrases. Oui, complément, sujet, exactement. Fait avec les livres, tu sais, comme on disait tantôt, c'est déjà fait. Fait qu'on a pas besoin de penser à ça. En fait, j'avais jamais pensé à ça. Mais moi, à l'inverse, je me rappelle, dans un combat des livres que j'avais fait à mon dernier stage, honte à moi, mais j'avais lu un livre que j'avais pas lu avant de lire aux élèves. C'était, en tout cas, un livre sur le thème de Noël. Et il était tellement compliqué. Même moi, en le lisant, j'étais pas capable de suivre. Puis là, je voyais juste mes élèves qui étaient comme... Puis là... Je suis pas capable de suivre non plus. C'était compliqué. Fait que c'était vraiment un rythme beaucoup trop difficile. Ouais, c'est ça. J'ai comme perdu...
le fil. J'ai perdu de le moment l'histoire. de gloire que ça aurait pu être parce que j'étais un peu préparée, mais Puis, Ça arrive. mine de rien, d'utiliser les phrases d'un livre que les élèves connaissent ou qu'on a lu en classe, automatiquement, leur motivation, ça va monter. Là. Ils vont être comme « Ah, je le connais, ce livre-là, je sais Ouais. quel personnage qu'on parle. » Puis, Mhm. tu sais, de savoir que c'est vraiment un auteur qui a écrit ces phrases-là, on dirait qu'ils se sentent professionnels, ils se sentent experts à analyser ces phrases-là. On a aussi un peu le style d'écriture, ça revient un peu au rythme, là. Il y a des petites différences. Donc, c'est vérifier si l'œuvre contient une richesse et une variété au niveau du vocabulaire également. Donc, ça revient un peu aux phrases, là. C'est d'aller chercher de la variété, d'aller chercher de la diversité. Je pense que c'est bon pour les élèves d'aller toucher à des vocabulaires qu'on ne connaît pas nécessairement. Puis, on peut faire un bon à côté en disant « Ah, tu connais-tu ce mot-là? On va aller chercher dans le dictionnaire ensemble. » Puis de vraiment leur apprendre des nouveaux mots. Donc, ça va vraiment développer chez l'élève là, une genre de sensibilité lexicale, si on veut. Là. Ils vont avoir un registre de vocabulaire plus diversifié. Là. ouais, mais tu sais, il y a des livres comme ça, là, je l'ai encore expérimenté, là, mais non, mais j'ai vu la réaction des. Tu sais, les livres que à chaque page, ils remettent comme la même phrase. Oui, avec une répétition. Oui, c'est là. comme redondant. Puis, tu sais, ça peut être des super bons livres pour l'exploiter, mais Ben oui. il faudrait trouver la façon de. Mais c'est sûr, quand c'est redondant à chaque page, puis il n'y a pas grand intrigue. Mhm. Puis Mais on- tu vois, moi, à l'inverse, mettons, j'étais avec les plus petits. Puis, t'as aimé Puis ça? les élèves, ils adoraient ça. Tu sais, Ah, on avait bon. un livre, je me souviens plus c'est quoi, mais c'était sur le thème de l'Halloween. Puis là, c'était comme il y a une grosse citrouille orange brûlée. Il y a 2 chats noirs, nanana. Puis là, Ok, à chaque ouais. page, tu recommences. Une grosse citrouille, 2 chats, nanana. OK. Puis les élèves, là, tu sais, à la fin, ils connaissent par cœur, puis ils sont là, puis ils crient avec moi là, pour les phrases, puis tout. Fait que, Ah, ben peut-être le niveau. C'est Exactement, Ça. Moi, j'étais en t'sais, 4e c'est année. ça, Puis là, ils Ouais. n'ont pas trop apprécié. Ah, Puis c'est leur ça. raison qu'ils me donnaient, c'était c'est redondant. mhm. C'est redondant. Il Ouais. dit toujours sa phrase. Il dit toujours. Tu sais. Ouais. Mais je pense que malgré les critères qu'on a donnés, c'est important d'avoir quand même son jugement professionnel. Ben oui. Puis on connaît nos élèves, on sait qu'est-ce qu'ils veulent, on sait qu'est-ce qu'ils aiment. Donc, c'est de savoir est-ce qu'ils veulent quelque chose de plus diversifié, quelque chose de plus redondant. Donc, c'est vraiment de s'ajuster à ce niveau-là, c'est sûr. Oui, c'est ça. Puis il faut l'essayer C'est pour ça, je m'en savoir allais dire. Tu aussi, sais pas là. tant que tu l'essayes pas. Exact. Puis finalement, le dernier critère, c'est l'aspect visuel et le sens des Ouais. illustrations, hein, on le sait. Vraiment, au niveau des illustrations, de la mise en page, ça joue vraiment un grand rôle dans la compréhension des élèves par rapport au livre. Donc, surtout chez les plus jeunes qui n'ont pas encore toutes les capacités là, de lecture, là, ça va vraiment être un petit indicateur pour eux autres. Puis les illustrations, veut pas, dans un livre, doivent être attrayantes visuellement pour l'élève parce que c'est la première chose qu'il voit. On veut vraiment venir capter son attention. On veut des images qui sont colorées, détaillées, avec des expressions, pour aller travailler un peu les émotions qu'on va parler plus tard, pour vraiment susciter l'intérêt puis l'enthousiasme là, des élèves à lire l'histoire parce que on le sait, là, quand on lit Mais un tellement. livre, là, ils sont là, puis des fois, ils nous écoutent même pas, ils sont juste là à regarder les images. C'est quoi ça? Ils ont hâte au moment où on arrête pour leur montrer. Ouais, c'est ça. Vraiment. Non, mais en plus, c'est sûr que c'est un critère important parce que veux pas, tu peux apprécier un livre par ses images, par le travail de l'illustrateur. Fait que, tu sais, Oui, absolument. Surtout dans les albums jeunesse, là, je dirais oui, pas. c'est parce que tellement beau, là. C'est ça, vraiment. Puis il faut aussi que les images soient complémentaires un peu avec le texte. Donc, Oui. si le texte parle d'une citrouille orange, bien, on s'attend à ce qu'il y ait un dessin d'une Mais oui. citrouille orange. Tu sais. Non, c'est ça. Donc, il faut penser à ça aussi. Ah, mais Génial, merci beaucoup. Mais là, en même temps, t'as comme ouvert un peu la porte sur les émotions. Ah Puis mais on sait qu'il y a beaucoup d'émotions qui peuvent être véhiculées par la littérature jeunesse. T'en Oui, penses quoi, vraiment. toi? Puis justement, tantôt, je pensais un peu à ce que représentait la littérature jeunesse pour moi. Puis je trouve vraiment que la littérature jeunesse en classe, ça amène un côté plus humain, un côté plus sensible, je trouve, à la classe. Et même autant pour les élèves que pour l'enseignant, tu sais, de montrer, de vraiment parler des émotions, justement. Ça aide les élèves à développer vraiment des capacités sociales et affectives. Donc, on a évidemment développer l'empathie. Donc, comme je disais tantôt, l'élève va vraiment se mettre à la place du personnage principal. Fait que là, si le personnage principal, il sent telle émotion, ben là, lui aussi, il va le sentir. Le personnage, il est triste, ben là, tu vas voir tous les yeux des élèves vont être comme « Oh! » Oui, c'est vrai. Ils se sentent vraiment à la place des personnages. Donc, ils vont ressentir les mêmes émotions. On a aussi renforcer l'estime de soi. Tu sais, quand on parle d'un petit garçon qui aime Spider-Man, puis qu'il est un héros, puis il fait donc bien des belles choses, ben là, lui, il se sent comme Spider-Man, puis il va venir...
il va être l'héros de l'histoire, puis il va être l'héros de son histoire parce qu'il va se sentir comme lui. Donc, ça va leur permettre de surmonter des défis, puis aussi d'exprimer leurs émotions de manière authentique à travers tout ça aussi. Donc, voilà. Ouais, puis comme... les livres, ça projette tellement des réalités réelles d'aujourd'hui là, que, tu sais, on peut vraiment vivre. Fait que, tu sais, qu'un élève peut tellement se retrouver, tu sais, on le dit puis on le répète, mais peut tellement se retrouver à travers le personnage. Puis, tu sais, sans vouloir nécessairement en parler, mais juste avec un livre, tu sais, il peut s'accrocher au personnage, voir c'est quoi les solutions, voir comment que l'histoire du personnage finit, lui donner une idée de comment son histoire peut finir. Oui, vraiment. Je pense que... Puis on a aussi l'aspect un peu d'amener des émotions qui sont plus complexes, des émotions que eux, ils n'ont pas nécessairement vécues. Fait que là, on peut parler des œuvres hésitantes, mais aussi bien des moments de joie aussi, là, de l'enthousiasme, la tristesse, ça peut être la colère, la joie. Donc, il y en a vraiment plein. Donc, ça peut vraiment faire expérimenter les émotions aux élèves sans qu'ils aillent à le vivre eux-mêmes. Oui, on veut pas que nos élèves y aient de la tristesse, mais là, qu'ils voient un enfant qui est triste dans un livre, peut-être qu'il va réaliser certaines choses là, sur ses émotions à lui. Ouais. Donc, c'est ça, comme je disais tantôt, là, ça l'amène, ça développe ça développe du côté émotionnel et social l'élève. Et finalement, ça peut aussi élargir leur horizon autant sur le plan émotionnel que culturel. Donc, il y a comme un sens de tolérance, d'ouverture d'esprit, puis de compréhension des autres qui vient avec ça. Donc, ça revient un peu à l'empathie, mais c'est vraiment d'ouvrir les horizons à d'autres modes de pensée là, aussi. Non, tout à fait. Tu sais, là, ça fait quand même... Quand on parle des critères de sélection des œuvres, on parle de l'intérêt des élèves, leur bagage de connaissances et tout, puis les intentions pédagogiques, comment tu penses qu'on fait pour concilier tous ces critères-là ensemble puis que ça soit le plus efficace possible ou le plus enrichissant possible? Oui, c'est ça. Ces 3 critères-là sont super importants. Puis je pense qu'ils ont toute une importance là, assez égale. Donc, je suggère quand même d'essayer le plus possible de créer un équilibre entre ces 3 aspects-là. Donc, c'est ça. Il faut garder cet équilibre-là en restant attentif aux besoins individuels de nos élèves. Donc, on veut vraiment créer des lecteurs pour la vie. Puis je pense que la clé pour ça, c'est de respecter les choix de nos élèves et prendre en considération ce qu'eux, ils préfèrent. Donc, c'est de choisir des œuvres qui vont les engager, qui vont les inspirer, puis qui vont les aider en même temps à monter dans leur échelle de potentiel, de leurs connaissances, de leurs compétences en même temps. Donc, on parle des intérêts des élèves et tout, mais c'est aussi important de choisir des œuvres en fonction des dispositifs et des situations d'enseignement d'apprentissage que la personne enseignante veut mener. Donc, c'est certain que la lecture sans visée pédagogique, c'est super pertinent, puis ça va créer des lecteurs passionnés si on leur montre qu'on n'a pas besoin d'avoir une évaluation pour lire un livre. Là. Ça peut juste être pour le plaisir. Mais à mon avis, il y a encore un équilibre à faire là-dedans que les albums détiennent tellement de connaissances puis de potentiel d'enrichissement que ça serait un petit peu... dommage, de ne pas profiter de cette occasion-là puis de ne pas les lier, les apprentissages, tu sais, vraiment faire 2 pierres d'un coup, là. Donc, tu sais, sans leur donner une évaluation papier-crayon, répond aux questions « Quelle couleur était le chandail de Mathilde à la page 8 », là. Non, c'est ça. Ça peut être, tu sais, d'évaluer tellement autrement. Tu sais, on l'a vu dans presque tous nos cours, d'évaluer autrement les élèves, puis justement de faire des projets, de faire de les embarquer dans de l'interdisciplinarité, de les embarquer. Oui, absolument. Ça peut vraiment différer de papier et crayon, répondre aux questions. Oui, c'est ça. On pense souvent à ça quand on parle de le faire de manière didactique, mais non, là, c'est vraiment pas du tout ça. Puis je fais une petite parenthèse là, pour dire que les critères que j'ai nommés auparavant, ça va pas aller toucher nécessairement tous les élèves. Donc, il y a des élèves que ça va vraiment être important pour eux, le récit qui est écrit, tandis que d'autres, ça va vraiment être plus les illustrations. Donc, pour choisir selon l'intérêt de nos élèves, il faut diversifier dans ces œuvres-là. Il faut aller chercher des œuvres qui sont vraiment différentes selon leur goût, leur sens critique, pour qu'ils puissent vraiment s'épanouir là, dans la lecture, dans la littérature jeunesse. Totalement. Ouais. Non, vraiment. Puis c'est pas grave si c'est pas, justement, vu qu'on a une grande variété, on sait que si cette fois-là, on va pas rejoindre ce type d'élèves-là, que la prochaine fois, peut-être que là, ça va rejoindre d'autres types d'élèves. Oui, aussi, je pense qu'il y a quand même un certain essai-erreur à mettre en place aussi. Là. Je pense qu'il n'est pas écrit dans le front de l'élève. Non, c'est ça. J'aime ça ici, non. Au fil de l'année, tu connais mieux tes élèves, tu vois quel livre il lit dans ses temps libres, par quoi qu'est-ce qu'il stimule. Fait que tu peux aller chercher ça aussi. Oui, absolument.
Ben, une autre question, là, on sait que dans notre recherche, on en a parlé, puis tu nous as dit que t'aimais full ce sujet-là. T'étais full intéressant vers ça. Mais on a comme relevé 3 types d'œuvres. Je me rappelle pas c'était avec quelle recherche, quel auteur on avait... Je pourrais pas te dire. Si je me trompe pas, c'était Montesino, je l'ai, là, mais... Ouais, mais il me semble que j'avais eu des recherches là-dessus, mais je veux pas... Ouais, mais on s'est grandement inspiré d'un auteur pour ça, mais il y avait 3 types d'œuvres en particulier. Il y a l'œuvre miroir, il y a l'œuvre fenêtre et il y a l'œuvre porte. Moi, qu'est-ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que c'est comme sous forme de métaphore, et sur le coup, j'étais comme, pourquoi on appelle ça de même? Mais là, j'ai fait mes recherches, puis j'ai réalisé, la métaphore, je la trouvais belle, puis je trouvais que c'était une bonne façon de décrire les types d'œuvres qu'on peut avoir là, en classe. Donc, on a l'œuvre miroir, que ça le dit, hein, c'est un miroir, c'est un reflet de notre propre réalité, de notre propre contexte socio-culturel, de notre contexte qui est familier à nous. Donc, les élèves vont pouvoir s'identifier à ce type d'histoire-là, à ce type de livre, parce que ça va être des situations qu'ils connaissent, qui reflètent leur propre personnalité, là, qui reflètent comme un miroir. Donc, les élèves vont être confortables en lisant cette histoire-là. Ils vont se sentir compris, ils vont se sentir représentés. Puis ils se voient dans le miroir, que le miroir est le livre, dans le fond. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ça va venir les toucher, mais il y a un autre type d'œuvre aussi que, là, ça va être l'œuvre fenêtre. Donc, ça va être une réalité qu'ils ne connaissent pas. Donc, ça va être le contraire, en fait, de miroir. Ça va être un regard sur les cultures. C'est bien beau. Oui, c'est ça. Je trouvais que c'est super intéressant. Donc, ça va être un regard sur les cultures qui sont différentes, les environnements, les expériences différentes qu'on peut être éloigné de la vie quotidienne de l'élève. Donc, l'élève va vraiment regarder à travers cette petite fenêtre-là pour développer plus sa compréhension du monde, puis sa diversité. Son ouverture d'esprit aussi. Donc, j'avais jamais pensé à ça de même, de voir la littérature, mais je trouve vraiment que c'est de quoi à se concentrer sur là, quand on va chercher un livre. On veut quand même les 3 types. Et le 3e type, c'est l'œuvre porte. Donc, c'est des situations qui vont être plus saisissantes, plus perturbantes, là, percutantes, pardon. Donc, ça va être, comme on le dit en enseignement, là, ça va être des œuvres plus résistantes. Donc, ça va être controversé, dérangeant. Ça va inciter les élèves plus à réfléchir, à remettre en question parfois leurs convictions, leurs principes. Donc, des fois, ça va être pas... C'est pas toujours des lectures qui sont faciles, mais je pense que c'est des lectures qui sont quand même importantes à aborder. Donc, c'est vraiment d'ouvrir une porte qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en arrière. Les élèves ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Au Québec, on n'a pas de situation tant de guerre, de ça, de l'esclavage, tout ça. Donc, c'est important, je pense, d'aborder ces sujets-là malgré la difficulté puis les réactions que ça peut... C'est ça, je pense que si, avec un livre comme ça, si tes élèves sont comme choqués, réagissent ou comme sont investis, je pense que ça prouve que... L'œuvre a fait son œuvre. Exactement. Oui, absolument. Puis je pense que, tu sais, l'important avec ce type d'œuvre-là, parce que moi, au début du bac, on dirait que j'étais comme, je me sentais moins outillée, puis j'étais comme, mais tu sais, si la réaction, c'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais, mais tu sais, je pense que c'est vraiment juste important, dans ta planif, de prévoir, de faire un retour par rapport à ces œuvres-là, désolée, qui sont un peu plus percutantes pour que, justement, si il y a des élèves qui ont des réactions auxquelles tu t'attendais vraiment pas, bien que tu aies le temps dans la planif de vraiment les gérer, si je peux dire, entre guillemets, parce que c'est ce qui va faire toute la différence là, entre une œuvre qui va avoir finalement un impact positif versus quelque chose qui pourrait finalement juste avoir l'air trop intense, quelque chose de genre. Là. Mais je pense que c'est vraiment important dans les œuvres résistantes là, de venir faire un retour avec les élèves, de voir comment ils se sentent. T'sais, des fois, on va parler du deuil ou je sais pas. S'assurer que tout le monde soit à l'aise. Oui, c'est ça. T'sais, même s'ils sont plus vieux, des fois, il y en a qui sont pas du tout à l'aise là, quand même. Non, exactement. Donc, c'est important. C'est ça. Je pense même que dans ce contexte-là, plus ils sont vieux, des fois... Tu sais, moi, je le vois un peu à l'inverse, mais ils sont plus matures, sont capables de comprendre plus de choses. Donc, je pense même que c'est encore plus avec eux qu'il faut prendre le temps parce que des fois, on se dit, ils sont plus vieux, tu sais, ils sont comme plus capables de faire des introspections puis tout, mais tu sais, ils sont encore jeunes au primaire, là, comme on l'a dit dans d'autres podcasts. Puis, justement, ils comprennent plus ces choses-là puis ils ont plus d'expérience aussi. Fait qu'ils peuvent peut-être encore plus qu'on pense, tu sais, relier avec ces œuvres-là percutantes. Fait que je pense que c'est d'autant plus important avec les plus vieux, mettons. Puis surtout avec des œuvres de même, je pense que c'est super important de
préparer tes élèves au sujet, tu sais, de pas arriver un beau matin, puis bam, je te lis un livre sur la guerre. Non, c'est ça. Puis ça me fait penser que j'en ai lu un avec mes élèves, c'était le Grand Voyage d'Henri, là, si je me trompe pas. Puis je te jure, je pense que ça a pris 1 heure, le livre. Là. Il y avait tellement des commentaires, puis il y avait tellement « Ah, ça n'a pas de bon sens! » Puis, tu sais, ils comprenaient pas. Là, ils comprennent, justement. Oui, vraiment. Fait que c'est super pertinent, là. Vraiment. Ben, merci beaucoup. Moi, je m'étais pas plongée autant là, dans les 3 types d'œuvres. Fait que tu m'apprends quelque chose aujourd'hui. Si on s'en va un petit peu plus dans le côté planification, là, on a abordé un petit peu le sujet. C'est quoi les défis auxquels sont confrontés les enseignants, surtout débutants, lorsqu'ils essaient de créer une planification annuelle intégrant la littérature jeunesse? Puis, tu sais, qu'est-ce qui fait dans ces décisions-là? Qu'est-ce qui peut faire en sorte justement que leur décision, ben, c'est d'utiliser les manuels plutôt que la littérature? Oui, bien, on va se le dire, là, on va pas se le cacher que les enseignants qui sont débutants, utiliser la littérature jeunesse, ça peut vraiment être un défi, ça peut être une tâche difficile là, pour l'enseignante parce que on a tellement de choses à penser, puis que si on ajoute la littérature jeunesse là-dedans, bien, tu sais, il faut penser à la sélection des livres, la modification des enseignements, l'accès aux ressources. Tu sais, on parlait dans un autre podcast de... Excusez. On parlait dans un autre podcast de à quel point ça peut être coûteux de se créer sa propre bibliothèque. Donc, j'avais fait un petit peu un aparté, là, parce que vous le savez, moi, je ne jure que par les bibliothèques municipales. J'ai presque pas de livres, mais j'utilise beaucoup à ma bibliothèque à Drummondville. On peut louer jusqu'à 30 livres, je pense, là, puis on peut les garder 30 jours. Là, Mais oui. c'est ça que je vais jurer par pour au moins mes premières années en enseignement, là, ça, c'est sûr. Donc, ces 3 défis, là, la sélection d'œuvres et tout, là, ça veut pas, c'est quand même difficile. Donc, les enseignants débutants vont avoir tendance à utiliser les manuels didactiques pour réduire la tâche de l'enseignement puis la tâche de créer une planification annuelle. Donc, pas avec les manuels didactiques, on peut se créer... c'est facile de créer une planification annuelle parce que tout est déjà ordonné dans le cahier des fois, didactique. Fourni. Oui, c'est ça. Donc, il y a une structure claire, il y a des ressources clés en main. Donc, c'est plus facile, là, surtout quand on commence, on part de rien puis on crée ça. Là, donc, déjà d'avoir une petite sécurité, d'avoir une petite base, ça va rassurer. Là, puis, du moins, moi, ça me rassure. Puis ça me structure. C'est sûr, on parle de littérature jeunesse, puis c'est super intéressant. Puis je compte faire des ateliers puis des petites périodes de littérature jeunesse, mais je pense que, surtout, mettons, en mathématiques, je pense quand même utiliser là, les manuels didactiques, du moins pour commencer. Là. On va en revenir, là, des conseils à donner pour les premières années d'enseignement, là, mais il faut être en mesure de viser tous les contenus prescrits dans le programme de formation québécoise aussi. Donc, il ne faut pas oublier de faire preuve en même temps de flexibilité avec les élèves. Donc, il faut s'ajuster aux besoins des élèves. Il faut prendre du temps pour ça. Donc, de créer une planification annuelle en pensant à tout ça, là, ça peut être vraiment complexe, en plus avec la littérature. Là. Donc, pour moi, je pense que l'utilisation des manuels didactiques dans une planification annuelle peut être la voie facile, si on veut, là, mais je pense que c'est une voie facile qu'on assume complètement puis qu'on est en mesure de... C'est ça. Bien, je pense aussi que, tu sais, pour une planification annuelle où tu veux vraiment étudier la littérature jeunesse, tu sais, on en a vu sur Internet, puis comment que le monde semble fonctionner, puis ce qui semble marcher, c'est vraiment d'y aller par mois, puis chaque mois est représenté par une thématique, comme on parlait des thématiques des réseaux littéraires. Oui. Fait que vraiment, ton mois, il découle, je sais pas, exemple, justement, de la guerre. Bien, ça peut être ta thématique, je sais pas, de janvier. Fait que vraiment, les albums qui sont proposés, puis toi, tu es capable de te planifier par rapport à ça, puis quand tu vas être en février, tu as une autre thématique différente. Fait que tu switches tes albums pour les... Oui, c'est ça. Puis même si là, on parle beaucoup des manuels didactiques, mais faut pas oublier à quel point un manuel didactique ne sera jamais la littérature jeunesse, là, dans le sens où est-ce que il va jamais avoir la diversité, ça va jamais aller rejoindre les intérêts autant qu'avec les élèves dû au cadre restreint là, que les manuels didactiques. Là. Donc, malgré les défis d'une création, d'une planification basée sur la littérature jeunesse,
ben faut pas oublier que c'est super riche d'un point de vue didactique aussi, là, la littérature jeunesse. Donc, ça peut être facile sur certains points, mais je pense que les deux options sont à considérer. C'est tout dépendant comme qu'est-ce que tu veux faire, mais il y a tellement d'activités à faire avec la littérature jeunesse. Là, on peut venir travailler l'inférence, l'interprétation, que c'est ça. on le sait, c'est pas facile avec les élèves. Puis je me rappelle que même moi, là, quand je voyais là, au primaire, là, les questions, réactions, appréciations, c'est les grosses questions. Là, souvent, là, quand j'y repense, là, j'utilisais des albums pour travailler ces questions-là. Questions de réaction, d'appréciation. Là, j'oublie l'autre. Là. Réagir, apprécier. Interprète. Oui, interpréter. On va y arriver. Mais voilà. Fait que ça peut vraiment travailler. Puis on peut aussi travailler là, l'observation des caractéristiques textuelles. On peut explorer différents repères culturels aussi. Plein d'autres choses qu'on peut travailler là, avec les activités de littérature jeunesse. Mais c'est ça, je pense vraiment que dans une planif annuelle, c'est bon d'y aller mensuellement pour vraiment avoir un portrait. Parce que je pense pas que tu peux arriver le matin... Bien, à moins que tu sois vraiment expert, là, puis que tu commences tout tes livres, mais d'arriver le matin même, puis de dire hey, aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce que je fais, je vais essayer d'enseigner avec un livre, mais comme de rien planifier. Mais c'est ça, là, c'est là que je m'en venais aussi avec les 5 éléments de la solution là, qu'on a fait dans notre recherche. Donc, ça parle un peu de ça, là, des réseaux littéraires, là, on va en venir, mais... Okay, je vais te laisser. Non, mais tu sais, quand on veut faire, là, je parlais beaucoup des défis de la littérature jeunesse, c'est un petit peu négatif, mais je pense qu'il faut que le monde à la maison sache qu'il y a plusieurs stratégies là, pour nous aider dans ce processus-là, puis que ça a l'air bien décourageant des fois, mais que au final, là, si on y va étape par étape, puis si on y va tranquillement, un pas à la fois, je pense qu'on a moyen là, de vraiment s'épanouir dans ce beau projet-là. Donc, je me lance dans les solutions. Ben oui, vas-y, on t'écoute. C'est bon. Donc, c'est vraiment des solutions pour faciliter le processus. Donc, on en a parlé un peu les réseaux littéraires. Donc, c'est d'organiser et de choisir divers réseaux littéraires pour faciliter l'intégration des livres en classe. Donc, on sait tous, les réseaux littéraires, c'est quand même des projets de grande envergure. Là. On ne va pas se cacher que ça prend beaucoup de livres, beaucoup d'organisation, mais il a été conseillé là, d'en planifier environ 3 par étape. Okay. Donc, comme de cette façon-là, tu vas vraiment toucher à tous les aspects de la littérature et de les ordonner justement en fonction des événements qui se sont passés dans l'année, donc les fêtes, les saisons, les journées thématiques, ça peut vraiment venir faciliter là, la création de réseaux. Là. Ça te donne des bonnes occasions de déjà utiliser les livres, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ça, c'est vraiment le premier élément. Donc, le deuxième élément, là, c'est qu'on conseille de planifier en utilisant le plus possible des dispositifs de lecture, des dispositifs d'enseignement, puis de s'assurer de les diversifier. Donc, ces dispositifs-là vont nous permettre de faire le point sur le besoin des élèves et de s'ajuster en conséquence aussi pour s'assurer que les apprentissages qu'on offre, c'est des stratégies qui sont efficaces puis qui vont vraiment permettre aux élèves de se développer. Donc, les dispositifs d'enseignement, on peut retrouver la lecture, l'écriture partagée, guidée, le jogging d'écriture, la lecture interactive, plus encore, là, permettre de cibler différentes notions qui vont venir aider les élèves dans le développement de leurs compétences. Faut pas oublier aussi de couvrir les 4 dimensions de la lecture. Hein, on en parle, comprendre, réagir, interpréter, apprécier. Donc, normalement, on serait censé toutes les toucher à chaque semaine. Donc, à chaque semaine, les 4? Oui, c'est ça, de venir travailler les 4. Donc, il faut prévoir des dispositifs pour ça aussi, je pense. Ça peut être aussi la lecture personnelle, la lecture à 2, les écoutes de livres. On l'avait vu là, dans le bon vieux cours de FFE. Là. Donc, l'étude des mots, l'écriture libre. Je pense que c'est vraiment des bons dispositifs que ça va venir un peu plus ordonné là, dans une planification annuelle. Non, définitivement. Donc, on ne lâche pas, il y en a 5. Donc, le 3e élément, c'est important de lire les livres au complet, non seulement pour se les approprier, mais également pour aller identifier les modalités qui vont pouvoir rendre les apprentissages riches avec les élèves. Donc, faire des apprentissages réfléchis, il faut lire le livre, il faut y penser, il faut le relire plusieurs fois pour aller vraiment cibler qu'est-ce que je peux apprendre aux élèves avec ce livre-là. Donc, il ne faut pas non plus négliger les occasions d'évaluation qu'on peut avoir
voir dans un livre. Donc, non seulement il faut porter attention à tous les critères que j'ai nommés, mais il faut aussi porter attention à quelle évaluation je peux faire, quel apprentissage que je peux faire aussi, mais c'est vraiment en lisant le livre et en le lisant qu'on va pouvoir sélectionner là, ces critères-là. Puis je pense que, tu sais, on sait comme pour dans n'importe quoi, mais à force de le faire aussi, on va devenir meilleurs pour voir tous ces critères-là, puis penser à des évaluations pour aller plus loin. Fait que, je pense qu'il faut se laisser le temps aussi, là, en tant que, tu sais, on finit le bac, mais on commence notre carrière dans l'enseignement. Fait que je pense qu'il faut se laisser le temps aussi de nous aussi continuer à apprendre là, tout ce qu'on n'a pas nécessairement acquis. Là. Puis je pense justement qu'au fil du temps, ça va être, nous, une compétence qui va être vraiment riche pour notre enseignement parce que ça va aller plus vite là, pour les identifier parce que, veux pas, c'est nous qu'il faut les identifier. Là. Il y a personne, il va pas être écrit dans le livre « Faites une évaluation pour ça ». Évidemment qu'on a les sites Internet et tout, que je vais revenir plus tard, mais c'est vraiment, il faut que ça parte de nous, il faut que ça parte de notre jugement professionnel après tout. Définitivement. Ensuite, le quatrième élément que je trouvais super pertinent parce que je l'ai moi-même fait, là, c'est de faire vraiment l'inventaire des contenus à enseigner et à évaluer dans ton niveau. Donc, vraiment dire, OK, en français, moi, il faut que j'aille chercher ça, puis ça. Fait que là, tu passes avec ça en tête, tu t'en vas à la bibliothèque, puis là, tu te dis, OK, peut-être que là, je pourrais faire des choses avec ça parce que des fois, on voit la grande progression des apprentissages et on est comme, on est perdu là-dedans. Là, il y a combien de pages? Genre plus que 50? Ouais. Puis ça disait là, dans l'étude, justement, que quand on fait une planification globale pour la première fois, ça se peut qu'il y ait certains contenus qui nous échappent malgré tout. On a bien beau essayer, mais je pense que de vraiment là, lister là, quasiment, là, OK, là, il faut que je fasse ça. Je pense que ça peut nous permettre d'éviter d'en échapper parce que c'est sûr, quand on utilise les manuels didactiques, ben c'est clé en main. L'élève fait le manuel au complet, ben il y a toutes les compétences. Mais quand tu as de la manuel didactique, il faut que tu portes une plus grande attention à ça, là, c'est sûr. Mais comme j'ai dit tantôt, là, il y a plusieurs sites. Là, je vais en nommer quelques-uns qui vont pouvoir aider. Là. Il y a Livre ouvert, j'enseigne avec la littérature jeunesse, la revue numérique Le Pollen, aussi, là, qui est super pertinent et qui permettent là, de rechercher des contenus à l'aide de mots-clés pour ensuite les associer avec les bons réseaux. Donc, tout ça, là, ça peut vraiment venir aider là, dans la recherche là, puis dans la création aussi là, de réseaux littéraires. Donc, ça ici, de cette manière, les enseignants vont pouvoir accéder à plusieurs planifications annuelles avec ces sources-là, des activités préalablement élaborées et des propositions aussi d'albums jeunesse à utiliser. Donc, je pense que c'est important aussi de mettre son orgueil de côté puis de pas faire je suis capable de le faire moi-même, là, d'aller chercher les ressources disponibles, sont là, sont dans nos mains. Là, fait que c'est facile à aller chercher. Tu sais, je sais, en stage, justement, moi non plus, j'avais pas de manuel de français. Puis je trouvais ça quand même difficile d'aller repérer comme quelle notion aller voir parce que tu sais qu'un manuel, dans le fond, t'as tout guidé. Ouais. Puis mon enseignant associé m'avait vraiment fourni, là, je sais pas si c'était fourni par le centre de service ou c'est sur Internet, mais c'était comme une rose des vents qu'on appelle. En tout cas, c'était vraiment une feuille, juste une feuille, le recto, avec vraiment toutes les notions que les élèves de 4e année devaient voir en français. Wow. Fait que tu sais, t'avais pas à chercher dans la PDA, toutes les... C'était vraiment clair sur une feuille concise. Fait que tu sais, je sais pas, ça peut quand même être un truc de se la faire nous-mêmes, tu sais, un coup qu'on est installé dans notre niveau, puis qu'on... Ou même, tu sais, moi, au début, là, si je sais que, mettons, à l'automne, j'ai un contrat, je pense que j'aurais tendance à le faire avant même de commencer pour me donner une ligne. Parce qu'on sait que la PDA, tu sais, en mathématiques versus en français, c'est deux univers complètement différents, là. Français, je sais pas pour vous, mais moi, fouiller là-dedans, c'est mon pire cauchemar. Fait que, quand il m'avait, tu sais, c'était vraiment les notions grammaticales qu'il devait voir. Fait que c'était full bien identifié, puis je voyais tout. Fait que je fais vraiment me fier à ça. Fait que ça peut vraiment être pour les nouveaux enseignants qui, tu sais, de se créer ça comme repère, comme ressource. Puis c'est pas perdu, hein, ça change pas. Non, c'est ça change pas. Même lui, il en avait une dans son agenda, là, puis... Il y a 20 ans et plus d'expérience. Mais je pense qu'en enseignement, on a tellement de choses à penser que je pense que des fois, il faut que je m'arrête puis je sois comme, OK, je me fais une liste. Là. Faut que je me dise, faut que je m'organise dans ma tête, là, des fois. Là. Tu sais, je pense qu'on est... pour être enseignante, il faut quand même que tu sois une personne qui est un minimum organisée. Fait que de juste avoir des ressources
facile. On en a jamais Facile trop. de même. Non, exactement, c'est ça. Ouais. Génial. Ouais. Et le dernier, ça revient un petit peu au premier, là, mais c'est vraiment d'instaurer les réseaux littéraires, mais de manière ponctuelle. Donc, on va toujours les instaurer, on va toujours les répéter pour vraiment habituer les élèves là, à l'utiliser, puis vraiment établir une diversification des dispositifs d'enseignement utilisés dans la littérature jeunesse. Donc, on peut l'utiliser aussi dans d'autres matières, là, comme on l'avait vu dans le podcast de Juliane. Donc, quand on fait ça, c'est important de prévoir quand même des intervalles de temps dans sa planification, puis d'assurer de libérer des moments pour les retards, de revoir les contenus qui sont plus difficiles à comprendre pour les élèves, parce que c'est des humains, là, tu sais, ils apprennent pas tout au même rythme, puis c'est bien correct de même, mais c'est notre travail de s'ajuster à notre planification en conséquence de... Moi, de vraiment prévoir des moments clés et non de se dire, la période que je laisse une période de trou blanc dans ma semaine, je pense que je vais faire ça là, mais on sait que cette période-là, finalement, elle finit toujours par se remplir par 50 000 choses. Fait que, de vraiment prévoir des moments clés. C'est vrai que veux pas, ça nous oblige à plus se lancer dans le processus aussi. Là. Absolument. Je pense qu'on n'a jamais trop de temps. Là. Jamais on va être là avec nos élèves. Bon, on sait pas quoi faire. Non, c'est ça. Non. Au contraire. Non, vraiment pas. Merci beaucoup, Caro. Tu veux terminer en nous présentant ton album Coup de cœur? Oui, absolument. Donc, j'ai décidé de prendre Toucania de Marianne Ferré. C'est correct. Donc, j'aime vraiment cet album-là. En fait, c'est l'histoire de Amandine. Donc, c'est une petite jeune fille là, qui s'en va à la découverte de l'île de Toucania. Donc, j'aime vraiment cet album, surtout parce que ça va venir aider là, aux élèves à réaliser un peu, à développer leur imagination. Parce que là, sur cette île-là, en fait, là, on a plein d'animaux qui sont imaginaires. Donc, on va avoir... je me rappelle plus les noms exactement. C'est comme deux animaux mélangés. Oui, c'est ça. Ensemble. Okay. Donc, on va avoir des bélinours, des chats panthères, des chauves-sourioles. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec un album jeunesse comme ça. Là. On peut venir faire des travaux, des activités d'art plastique. On peut venir dire, tu vas créer ton animal, va mélanger deux animaux ensemble. Sinon, ça peut aussi être l'art dramatique. On peut faire des scénettes à ce niveau-là. Ça peut même être en français. Là, ils peuvent faire une description physique de leur animal. Je m'en allais dire, en sciences, des fois, là, les descriptions d'animaux aussi. On peut aller loin, là. On va en trouver des idées. Oui, c'est ça. Je pense que peu importe le niveau qu'on est, les enfants, ils ont vraiment beaucoup d'imagination. C'est important d'alimenter cette imagination-là pour la garder avec eux le plus longtemps possible. Puis, au contraire, des fois, moi, j'ai des élèves qui disent, je sais pas quoi écrire. Ben, tu sais, en montrant ça, justement, on peut la déconstruire, la réalité. Puis, ça existe des pandas d'ours. Je sais pas c'est quoi exactement, le lait, mais. Ça marche. Pandas d'ours. Ouais, voilà. Oui, puis, tu sais, on voit bien que les images aussi sont complémentaires au texte. Là, ça va vraiment venir. Tu sais, c'est des belles images complètes, puis sont captivantes. Puis, je pense vraiment que c'est intéressant. Ça répond aux critères que tu dis. Oui, c'est ça, absolument. Non, mais c'est un très beau livre. Moi, j'ai déjà utilisé personnellement. Puis oui? Je l'adore. Je m'en passerai pas. Super. Donc, moi, pour cet épisode-ci, j'ai décidé de faire un petit peu différent. Donc, j'ai pas emmené un album jeunesse. J'ai emmené un livre qu'on nous avait fait acheter dans un de nos cours de français à l'université. Puis, ça s'appelle « 1001 activités autour du livre ». Donc, ça donne vraiment des idées, dans le fond, d'activités qu'on peut faire avec les élèves. Donc, mais c'est vraiment, tu sais, des idées auxquelles moi, j'aurais jamais pensé, là. Ça donne des idées autant sur la disposition de la classe que donner un climat qui donne envie de lire, jouer avec les mots dans les livres. Il y a une section aussi par rapport, justement, dessiner, bricoler, inventer en partant des livres. Donc, ça donne plein de pistes là, pour faire autant de l'interdisciplinarité. Il y a une section aussi, je pense, sur l'évaluation avec la lecture. Donc, pour ceux qui commencent le bac ou qui commencent dans la carrière d'enseignement, je pense que c'est vraiment un petit livre facile parce que vous le savez parce que vous me connaissez un peu, mais moi, les gros livres et les lectures, etc., c'était vraiment pas ma tasse de thé. Donc, ça, c'est super simple. Tu sais, c'est des petites pages comme ça ici avec des illustrations. Puis, ils disent vraiment préparation, déroulement et les questions. Donc, tu sais, on parle des fois du clé en main qui est un peu moins facile. Ben là, vraiment, ça, c'est des activités qui sont clés en main puis qui abordent vraiment tous les aspects là, de la lecture en classe. Mais c'est aussi qu'on propose des livres pour nos élèves, tout, mais
Ouais. La littérature jeunesse, quand même un gros morceau. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment un livre pour nous. Là, Exactement. Nous, je sais qu'on l'a utilisé dans plein de cours pour plein de travaux universitaires. Puis toi, tu l'as gardé. Oui, non, Fait que c'est ça, tu vas le un des réutiliser. seuls que je vais sûrement avoir dans ma... Non, je veux pas dire un des seuls, là, mais bon, honnêtement... Il est beau, en plus, Oui, là, c'est ça, l'intérieur. puis c'est simple. Tu sais, moi, Ouais. c'est ça, quand c'est simple, il faut que ça soit simple et efficace, puis ça, je le garantis, C'est simple. simple et efficace. Approuvé. Mais moi, j'ai emmené 3 petits livres. Oh. Non, mais c'est vraiment des livres. Tu sais, là, je le dis partout, là, mais moi, là, les éditions scolastiques, là, j'achèterais des porcs, là, si je pouvais. Fait que... Non, mais ça, c'est un nouveau livre qui vient de sortir, c'est J'ai entendu dire. Là, j'ai pas vérifié avec tous tes critères, mais tu pourras me dire si tu veux. Je suis rendue une Mais experte. je trouve que c'est tous des livres. J'ai aussi Photos d'école ratées. Puis Ma classe, c'est une famille, c'est ça? Une famille, c'est une famille. Ah, une famille, c'est une famille. Mais je trouve que c'est tous des livres super intéressants à intégrer là, en début d'année, surtout en revenant de la relâche, en revenant des vacances de Noël, tu sais, quand il y a eu un gros laps de temps. Vraiment pour, tu sais, je trouve que c'est des livres de gestion de classe sans qu'ils paraissent gestion de classe. Ouais. Tu sais, j'ai entendu dire, là, ça parle des rumeurs, puis tu sais, on sait les élèves entre eux, des oui-dire, puis c'est ça, ça... Le rapportage aussi. Ça là. parle dans le cours de récré, puis tu sais, entre eux, puis des fois, des petits conflits. Fait que je trouve vraiment ça, c'est un livre, tu sais, pour ramener le sujet là, justement, tu sais, quand tu vois que c'est l'ambiance de ta classe, puis tu veux une remise à neuf. Puis c'est tout le temps des... Quand on a des conflits comme ça entre les élèves, quoi que ce soit, c'est des discussions qui sont poches à faire avec les élèves, Oui, genre, ça, ça tente pas tout le temps nécessairement de faire la matante puis faire le speech. Enfin, là, avec ça, ils vont comprendre sans même que t'ailles à... Puis je veux Non, même c'est faire des ça. clins d'œil à... Ouais, Hey, c'est ça. tu sais, Oui, dans la il y a classe, du là. monde qui se reconnaissent là-dedans, puis Ouais. pas mal sûr que la plupart vont se reconnaître. Puis sinon, ben, les deux autres, tu sais, c'est le fun, là, en début d'année, quand c'est la photo d'école, puis quand on rentre dans notre nouvelle classe, tu sais, notre classe, on le sait, là, on est une petite famille, une petite société. Instaurer un climat positif. C'est ça. direct Fait que en les rentrant. albums, là, autant qu'on a dit que c'est une pédagogie active, que c'est bon pour des évaluations, c'est bon pour l'engagement, mais je pense aussi qu'il y a un autre côté des albums jeunesse, c'est vraiment L'espèce de lien d'emmener, que ça fait. le lien d'attachement, puis une bonne gestion de classe, sans être la professeure qui chicane tout le temps. Non, c'est ça, exactement. Ouais. Fait Ah, que c'était génial. ça, mes albums. Merci beaucoup. Ben, c'est déjà la fin de l'enregistrement pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu. Ben, merci à vous. Et est-ce qu'on se donne une clap pour la fin? Ouais. Oui. 1, 2, 3.